Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment mettre en place un système de moteur de recherche hyper performant dans vos applications Symfony. Et croyez-moi, en termes de performance, vous allez halluciner sur ce qu'il est capable de faire. Alors si vous avez déjà travaillé avec du Elasticsearch, peut-être que vous avez fait partie de ces gens qui ont souffert d'utiliser Elasticsearch parce que c'est lourd, parce que faire fonctionner un Elasticsearch, eh bien, ça prend des ressources. Eh bien, je vous propose de découvrir et d'utiliser ensemble un système qui remplit la même mission qu'un Elasticsearch, mais un outil qui s'appelle TypeSense. Et vous allez voir qu'on peut l'utiliser extrêmement simplement avec un bundle Symfony qu'on va découvrir et utiliser aujourd'hui. Et on va, comme d'habitude, prendre un petit projet Symfony, on va installer 2-3 bricoles et on va expérimenter, on va installer le bundle, on va mettre en place tout un petit système pour expérimenter tout ça ensemble. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et on perd pas de temps, on se lance tout de suite dans notre petite découverte. Je vais me mettre face à mon écran, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et on va, sans plus attendre, créer un nouveau petit projet Symfony qu'on va appeler tout simplement, sobrement, TypeSense, histoire que ça soit cohérent. Donc Symfony New TypeSense et on met -- web app pour installer un projet avec toutes les dépendances pour faire des applications web. Vous le savez, on utilise ça quasiment toutes les semaines. C'est beaucoup plus pratique que si on devait installer un tout plein de bundles Symfony pour faire des applications web. Là, on gagne du temps, on prend le truc qui va bien, il y a déjà Twig, il y a déjà plein de choses. Et comme ça, au moins, on va droit à l'essentiel. Donc là maintenant, c'est nickel, on va rentrer dans notre répertoire TypeSense, parfait, et on va, sans plus attendre, démarrer le petit Docker Compose qui est fourni avec chaque projet Symfony depuis Symfony 5.4, il me semble. Ils fournissent de base une base de données et comme vous le voyez aussi un mailer. Bon, on ne va pas l'utiliser, mais je le laisse parce que je n'ai pas envie de le supprimer. Donc là, on a démarré notre petite base de données parce qu'il nous fallait une base de données, parfait. Et on va démarrer le serveur Symfony avec un Symfony serve-d. Comme d'habitude, on lance ça tranquillement. Il est sur le port 8002. Je l'ouvre dans un petit Google Chrome, parfait. Et on va pouvoir continuer comme ça à mettre en place notre petit projet Symfony de démonstration. On va avoir besoin de données, donc on va se créer une entité. On va faire Symfony console, make, et puis on va mettre entity, parfait. Et on va l'appeler data, c'est parfait. On pourrait l'appeler Toto, on pourrait l'appeler, je ne sais pas, produit, ce que vous voulez. Nous, on va l'appeler data pour notre exemple. On va lui mettre 3 champs, on va lui mettre un titre, un title ici, parfait. Attendez, j'ai perdu, voilà, un title, j'avais perdu le focus sur mon écran. Un title, voilà, un title qui sera un string de 255 et qui ne peut pas être nul, c'est parfait. On va se mettre aussi un champ qui sera content, qui sera de type texte, qui sera non nullable, enfin voilà, qui ne peut pas être nul. Et on va mettre un dernier champ, on va l'appeler words, mais ça pourrait pu être tag ou peu importe. On va mettre aussi texte, texte. Ok, il ne peut pas être nul non plus, et c'est tout. On n'a pas besoin de faire plus pour notre démonstration. Alors on pourrait évidemment créer d'autres tables, faire des jointures, et on aurait pu utiliser ça avec TypeSense, mais l'idée là c'est de rester simple dans notre approche. Il nous faut donc maintenant créer les migrations, donc en faisant un Symfony console make migration, comme ça on génère les fichiers de migration. Et qui dit fichier de migration dit il faut appliquer les migrations avec un Symfony console, doctrine, migration, migrate. Il nous demande de confirmer, on confirme et c'est bon, on a bien joué les migrations. Donc ça veut dire qu'on a créé les tables de notre base de données dans notre base de données. On va également installer les dépendances npm et on va faire un npm install et un npm run build.
Comme ça, on fabrique tout de suite, hein, puisque comme on a choisi l'extension web app, enfin la version web app, eh bien, elle est fournie avec Webpack encore. Et donc, il faut qu'on télécharge les dépendances NPM et qu'on mette en place npm run build pour qu'il nous build nos assets. Alors, on aurait pu les supprimer, mais bon, bref, peu importe. Maintenant, ouvrons ce projet dans Visual Studio Code ou dans n'importe quel éditeur, mais pour ma part, j'utilise Visual Studio Code. Hop, on va zoomer un petit peu, parfait. Et on va aller rajouter le serveur TypeSense à notre fichier Docker Compose, hein, qui est fourni de base automatiquement par Symfony. Comme je vous le disais, hein, il y a le Docker Compose ici qui démarre la base de données. Et puis, il y a le compose.override qui vient préciser le port de la base de données et qui rajoute aussi un mailer. Et nous, dans ce fichier-là, on va venir rajouter un TypeSense tout simplement. Donc, on vient à la suite ici et on vient tous... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé l'éditeur, super. Ok, c'est pas gênant. Ok, donc on rajoute notre TypeSense. Au moment où je vous parle, la version 0.22.2. On va enregistrer ça. Il y a quelques petits variables d'environnement à lui passer. On lui dit, tes données, tu vas les stocker dans /data. Comme ça, on fait persister ici /data et puis on le met dans un répertoire TMP, etc., etc. Et l'API, la clé d'API, pour l'exemple, on met X, Y, Z. Évidemment, hein, c'est, vous vous en doutez, quelque chose de totalement arbitraire pour la démonstration. Et ensuite, on expose le port 8108 en dehors du conteneur, bien qu'on pourrait probablement le laisser non exposé. Mais bon, bref, comme ça, ça va être bien comme il faut, ça va fonctionner. Donc, il faut qu'on refasse un Docker Compose up-d pour qu'il démarre notre serveur TypeSense. C'est bien le cas ici, il l'a bien démarré. Donc, on est bon, on a bien installé tous les prérequis pour notre projet. On a notre application Symfony avec une base de données, avec des tables, une table data. On a bien une base de données qui est lancée. On a bien un serveur TypeSense qui est lancé. Maintenant, il va falloir que l'on installe le bundle qui nous permet d'interagir tout simplement avec le serveur TypeSense. Donc pour ça, on va tout simplement installer le Axeo TypeSense Bundle. Hop. Je vais copier le Composer Require qui va bien. Hop. Donc on fait un Composer Require Axeo /TypeSense-bundle. Et alors, au moment où je vous parle, la version qui est compatible avec Symfony 6 n'est pas une version qui est encore libérée, on va dire, pour ce bundle-là, mais qui est déjà pris en compte sur la branche master. Donc, on va exceptionnellement utiliser la branche dev master. Ne faites pas ça en production, hein, mais pour notre exemple, ça ira très bien. Donc là, on installe ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, attendez, peut-être qu'ils ont mis à jour le bundle. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'ils ont mis à jour le bundle? Alors, est-ce qu'il faut que je mette juste master comme ça? Non. Hop. Alors, peut-être qu'ils ont mergé entre-temps la branche. Non. Tac, tac, tac. Alors, attendez, j'ai quelle version de Symfony là? Logiquement, j'ai bien la version 6.1. Oui, version 6.1 ici. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me l'installer? Axeo TypeSense Bundle. Alors, attendez. Hop. Je vais voir le message d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Tac. Ah, il faut monologue version supérieure à 2.3. Et nous, on n'a pas monologue dans le projet. Ça me paraîtrait étonnant si on a bien 3.0. Et lui, il dit qu'il faut 2.3. Ok. Alors, attendez, on va essayer un truc. On va essayer de faire un composer update. Logiquement, il n'y a pas de raison on n'ait logiquement pas besoin de faire ça.
Évidemment, j'ai préparé ça il y a quelques jours, ça fonctionnait très bien. Et là, ça ne fonctionne plus. Alors écoutez, je vais mettre la pause, le temps de trouver le souci, et je reviens vers vous. Ok, on est reparti. Donc j'ai simplement tapé la commande qu'on avait, donc le devmaster et --, with all dependencies. Il y avait des dependencies qui étaient pas comme il faut. Il a downgradé monologue. Bon bref, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est bon, on a installé le bundle, hein. Donc au moment où je vous parle, hein, il n'est pas complètement compatible avec Symfony 6.1. Je pense qu'il y a encore des petits bugs. Bref, on essaye de passer entre les mailles du filet. Maintenant, il faut qu'on configure le bundle. Dans le répertoire config package, on a un nouveau fichier qui s'appelle, est-ce qu'il existe? Non, on va créer le fichier de configuration qui s'appelle axeo_typesense.yaml. On le crée ici dans le répertoire et je vais copier-coller la configuration et on va l'expliquer ensemble, ne vous inquiétez pas. On va venir ici dans ce fichier là décrire, hop, je vais dézoomer un petit peu et on va enlever l'arborescence ici pour y voir un peu plus clair. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on crée une première clé qui s'appelle Axeo TypeSense, ici, pas de souci. On va aller lire des variables d'environnement, ici, TypeSense. Il va falloir que l'on aille corriger, enfin, que l'on aille ajouter ça dans notre fichier d'environnement, mais on va le faire après, vous inquiétez pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient mapper, entre guillemets, un certain nombre de champs de notre entité qu'on a créée tout à l'heure, la app entity data, rappelez-vous, hein, et on lui dit, bon, bah écoute, le champ ID, eh bien, c'est le champ ID dans la base de données. On va lui donner dans la base TypeSense, si ça va s'appeler ID aussi, et il sera de type primary. Ensuite, on lui crée aussi un champ triable qui va s'appeler sortable ID, qui s'appelle, bon, ben, c'est ID, on fait référence au nom. On lui dit que, eh bien, à l'intérieur de TypeSense, il va s'appeler sortable ID et il sera de type int32. On map le champ title, on dit que c'est un string. On map le champ content, on dit que c'est un string. On map le champ words et on dit que c'est un string. Et par défaut, on trie sur sortable underscore ID. Jusque-là, tout va bien. Comme je vous le disais, il faut qu'on ajoute ici ces variables d'environnement directement dans notre fichier .env. Donc il faudrait faire un .env.local. On ne va pas s'embêter, on va se le mettre directement ici à la racine. Et on va mettre quoi? Eh bien, le TypeSense URL. On va le faire pointer sur notre localhost sur le port 8108. Rappelez-vous, hein, c'est le port qu'on a exposé pour le serveur TypeSense et la fameuse clé d'API qui est XYZ. Parfait. On va tester, voir si on a bien installé tout ce qu'il faut. On a une petite commande qui va nous permettre de créer l'index dans le serveur TypeSense et c'est la commande Symfony console typesense .create. Donc là, logiquement, c'est censé fonctionner. Et évidemment, puisque je suis en train de vous faire la démonstration, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? J'ai dû louper quelque chose. Hop. Qu'est-ce que j'ai zappé dans mon histoire? Hop, ici, c'est bon. Alors attendez, vous savez quoi? On va aller voir la documentation du bundle. J'ai dû louper une phase d'installation. Hop. On va aller voir la doc. De temps en temps, c'est quand même mieux d'aller voir la doc. On l'installe. Est-ce qu'il me l'a bien ajouté ici? Allons voir si Symfony Flex me l'a bien ajouté dans bundle ici. Oui, ça c'est bon. Ensuite, ils nous disent de créer ça, pas de souci. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le créer? On crée ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait aussi. Alors, attendez, on va essayer de se rafraîchir le cache, des fois que. Cache, hop, clear. Il nous le rafraîchit. Allez, vas-y. Rafraîchis-nous le cache. Et là, si je lance ça, oui, voilà, c'était juste une histoire de cache. Parfait. Donc, je vais la relancer pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'il fait quand je tape cette commande-là? Eh bien, il délète l'index
qui s'appelle data et il le recrée. Donc, on sait que maintenant notre bundle est capable, notre application Symfony est capable de discuter avec le serveur TypeSense. Parfait. Maintenant, on aimerait qu'il ait des données à indexer. Pour le moment, notre base de données est vide, donc je vous propose qu'on génère beaucoup de données à indexer. On va en générer peut-être 10 000 par exemple, pour qu'on puisse apprécier la capacité de recherche offerte par TypeSense. Donc on va d'abord installer le ORM Fixtures pour pouvoir écrire des fixtures. Vous le savez, on l'utilise régulièrement dans les vidéos. C'est un petit bundle absolument essentiel. Et on va aussi installer Faker. Parfait. Hop, on va lui dire d'ailleurs que c'est du --dev. Bon, même si en l'occurrence on est que sur un POC et que ça finira jamais en production, mais Faker doit être utilisé en dev. C'est pas quelque chose qui a vocation à se trouver en production. Et maintenant, nous allons écrire nos fixtures. Pour ça, on va aller dans le petit fichier qui a été généré pour nous. On pourra en créer un autre, mais on va utiliser celui-ci, le appfixture.php. Alors là, c'est juste qu'il n'a pas indexé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon Visual Studio Code n'indexe plus automatiquement les nouvelles classes. C'est super chiant. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors, en général, quand ça me fait ça, je vais le refermer. Hop. Et là, il réindexe à l'ouverture. C'est très bizarre. Je pense que c'est un paramétrage d'IntelliFence. Bref, ne perdons pas de temps ici. Première chose, nous allons aller chercher notre faker. Donc on va faire un faker et on va lui dire new faker. Sauf qu'en fait, il n'est jamais content. Donc il faut aller chercher ici le use faker et on va aller chercher la factory ici. Parfait. Et du coup, ici, on peut faire directement new factory. On va faire 2.2.create. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre le new. En fait, on va faire hop, factory 2.2.create et on va lui dire en langue française, mais même si dans ce cas-là, on n'aura pas vraiment de soucis. Et comme je vous l'ai dit, on va se créer une boucle où on va créer 10 000 entrées. Voilà. Donc, on va faire une boucle de 10 000. Et une fois qu'on est dans la boucle, on va créer 10 000 fois des datas. Donc là, on va faire new data. OK, on va chercher notre petite entité. Et maintenant, dans data, hop, on va venir mettre un title, donc set title. Et on va lui mettre une seule phrase, voilà, avec faker, parfait. On va lui mettre un content, on va lui mettre pas du texte, on va mettre même du paragraphe. Et on va lui en mettre, par exemple, 10 paragraphes. Voilà, c'est parfait. Et on va lui mettre aussi, hop, set, et c'était words, c'était ça qu'on avait généré. On va faire $faker, et on va lui dire words, ok, je veux que tu me génères 10 mots, mais si je le laisse comme ça, faker, elle va me faire un tableau. Donc là, moi, je veux qu'il me retourne une chaîne de caractères. Parfait. D'ailleurs, on pourrait, hop, vu qu'il est fluent, on peut faire comme ça. Ça sera un peu plus, hop, lisible. Parfait. OK. Il faut maintenant qu'on fasse persister ça. Et ensuite, après les 10 000 fois, hop, ça va être automatiquement flushé dans notre base de données. Donc maintenant, créons ces 10 000 entrées dans notre base de données. Avec la commande qui va bien. Hop, ici, on va faire Symfony console, doctrine, fixture load, qu'on peut résumer, D, 2.f, 2.l. Et là, attention, on dit yes, bon, j'ai mis ye, mais ça fonctionne aussi. Et là, c'est parti. Alors, ça va prendre forcément un peu de temps parce qu'il faut que Faker génère 3 fois 10 000 fois de la donnée. Donc ça prend un peu de temps, comme vous pouvez vous en douter, parce que 10 000 données, 10 000 fois on génère du texte, 10 000 fois on génère 10 mots, 10 000 fois on génère 10 paragraphes. Ça prend un certain temps. Et bon, il faut que ça fasse persister en base de données, mais ça, c'est pas vraiment l'opération qui prend le plus de temps. Ce qui prend vraiment ici le plus de temps, c'est la génération de la donnée avec Faker. Donc là, on est obligé de patienter tranquillement. Ça nous permet de
de souffler tranquillement. Et une fois que ça va avoir fini, de faire cette génération de données, eh bien juste après, on va lancer l'indexation finalement de ce nouveau contenu au sein de TypeSense. Et vous allez voir que déjà rien que l'indexation de données va vraiment être très rapide, beaucoup plus rapide que là où on génère vraiment les données. Mais voilà, ça y est, c'est fait, on a bien les 10 000 données. Et maintenant, on veut importer ces données au sein de TypeSense et le bundle nous fournit de base une commande qui est Symfony Console TypeSense import. Et là, on lance la commande et vous voyez qu'il nous a pas de souci. Il a lu les données de notre base de données et il a importé 10 000 éléments. Il est venu populer notre serveur TypeSense en une seconde une 31 secondes. Donc vraiment extrêmement rapide. Donc là maintenant, on sait qu'on peut discuter avec notre serveur TypeSense. On sait qu'il a été peuplé avec les données. Maintenant, il faut qu'on aille chercher des données, qu'on aille l'utiliser. Donc pour ça, on va se créer un petit contrôleur qu'on va appeler le Search Controller. Donc on va faire un Symfony Console Make Controller Search. Comme ça, c'est nickel. Et on va venir, et ça c'est dans la documentation du bundle, il faut qu'on injecte, entre guillemets, le service TypeSense au sein de notre Search Controller. Notre contrôleur, vous voyez, il est là. Pas de problème. Mais si on veut pouvoir utiliser dans notre contrôleur le module entre guillemets de recherche TypeSense, il faut qu'on vienne déclarer dans le fichier service.yml ici, qu'on vienne tout simplement rajouter, on lui dit dans la classe app controller search controller, je veux que tu ailles ajouter des arguments. Alors, c'est pas conteneur. Je veux que tu m'injectes un argument qui va être Data Finder. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Et Data Finder, il correspond à quoi? Et c'est là on va lui dire, écoute, je veux que tu utilises le TypeSense Finder Data. Donc là, on lui dit simplement, injecte-moi dans le Data Finder, injecte-moi le Finder Data de TypeSense qui est fourni par le bundle ici. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de souci, on ne se prend pas la tête. Donc maintenant, on va dans notre contrôleur, le Search Controller qui est ici. Et comme vous vous en doutez, il faut qu'on aille chercher ce Data Finder. Donc première chose, il faut qu'on se crée ici un Private Data Finder et il faut qu'on aille le chercher dans notre constructeur pour qu'il soit injecté dès qu'on instancie en fait le Search Controller, tout simplement. Donc, hop. Ici, dans notre constructeur, on crée un Public Function Data Finder. Comme ça, automatiquement, Symfony, grâce à l'auto-chargement, en fait, il va venir injecter dans Data Finder, ici, le TypeSense Finder Data. Donc ici, on le récupère avec notre petit constructeur. Tout va bien. Maintenant, on va l'utiliser. Vous vous en doutez, c'est ce qui nous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on va s'en servir? Vous allez voir que ça va être très simple. On va forcer un mot de recherche qu'il y a de très fortes chances qui ait été généré dans les 10 000 mots. C'est un mot ici, molestias. Pourquoi celui-ci? Parce que Faker, il génère des mots en latin et très probablement il y a ce mot. Alors autant vous dire, je ne sais pas du tout ce que ce mot représente. Deuxième chose, on va créer une query au sens du bundle en question. Comment est-ce qu'on fait ça? On va chercher le TypeSense query, donc on va importer ça dans notre petit fichier. Vous avez vu, j'ai fait un petit use ici. Et on lui dit quoi? Écoute, le TypeSense query, il attend deux choses. Il attend la query ici, donc le mot de recherche, et le champ dans lequel je veux chercher. Nous, on va chercher dans Content. Rappelez-vous, c'est là où on avait créé 10 paragraphes. Mais on aurait pu chercher dans d'autres champs, mais nous, on fait le choix d'aller là-dessus. Et enfin, il faut qu'on utilise tout simplement cette requête et qu'on utilise le Data Finder qu'on est venu chercher ici pour aller chercher dans nos données. Et donc le résultat, il est égal à quoi? À this Data Finder. Rappelez-vous, on le récupère ici. On le récupère ici parce que il était ici. Donc ça, c'est vraiment très simple. Pardon, c'est pas le bon fichier ici. Donc on le récupère et maintenant il est temps de l'utiliser. Donc le Data Finder, on va utiliser les raw query.
On lui passe la query et on lui dit, ben vas-y, récupère les résultats. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va envoyer ce résultat à notre vue, tout simplement. Hop, on n'a pas besoin de tout ça. On va juste renvoyer ça. Hop, à notre vue, on envoie le résultat à notre vue Twig, tout simplement. Donc, il nous faut légèrement, vous vous en doutez, modifier notre vue Twig. Donc, on va aller dans Template, Search, ici, Index. On va virer tout ce contenu-là, là, qui est le petit blabla de base. Et on va lui dire quoi? Eh bien, on va faire un truc vraiment très très bête. Vous allez voir qu'on va tout simplement lui dire, bien, pour chacun des résultats dans Result, tu me fais un dump, tout simplement. Donc, allons voir notre page. Si je vais sur /search, hop, ici, j'ai pas tapé le bon mot, hop, search, hop, parfait. Alors, j'arrive pas à aller chercher la raw query. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Search controller. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Raw query. Get result. Le data finder, il est là. Ok, la query, elle est là. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut, les amis? Le tac, tac, tac. Hop. Tac, tac. J'ai dû oublier quelque chose. Oui, je sais ce que j'ai oublié. Allons voir la doc, la documentation. Et donc, ici, on crée le TypeSense Finder .data dans notre cas. Pourquoi .data? Parce qu'en fait, automatiquement, ça crée un service TypeSense Finder qui prend le nom de la classe qu'on a déclarée ici dans le Axeo. Donc nous, on l'a bien appelé data ici, pas de problème. Mais il faut que l'on rajoute ici notre Finder. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas rajouté. On n'a pas mis notre Finder et donc il ne peut pas nous le créer. Donc nous, on va faire comme ça. On va... hop, alors attendez, ce que je vais faire, je crois que j'avais créé un modèle. Je vais aller le chercher, ça sera plus rapide. Hop, c'est ça de faire pas de montage, les amis. Hein. C'est grâce à ça que vous me voyez gentiment bugger de temps en temps. Et c'est ça qui, je trouve, est très agréable. Hop, là j'ai mon petit modèle qui va nous servir pour gagner du temps et m'éviter de trop me disperser. Donc le fichier de conf, hop, hop, voilà. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Ça, c'est bon. Hop. Hop, hop, hop. Ça, on est bon. Ok. Le service TypeSense, le search controller, on lui injecte bien. Est-ce que je lui injecte ici arguments? Yes. App controller, le search controller, on lui injecte bien le data finder. Ok. Il ne faut pas de tirer ici. C'est ça la syntaxe, pardon. Et donc ici, si je réactualise, pas de souci. Vous voyez qu'on récupère sans problème les éléments, en tout cas les premiers éléments qui correspondent à notre recherche. Je vous rappelle la recherche. Elle est là. Hop, le search controller, on lui dit on cherche les mots, les éléments qui contiennent le mot molestias. Donc là, logiquement, hein, si on vient regarder le résultat qu'on a ici, si je cherche molestias, alors attendez, il faut que je me mette à l'intérieur. Si je fais molestias, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, on trouve bien molestias. Alors comment on peut comprendre le résultat qui est ici? On a plusieurs choses. Je vais essayer de fermer la recherche. Hop, voilà. On a le document en tant que tel, c'est-à-dire l'élément sur lequel on a cherché. On a donc le contenu, pas de problème. On a l'ID, on a le champ sortable ID, pas de problème. On a le titre et on a les mots. Donc on a récupéré tous les champs de notre objet. Ici, on a un calcul qui est fait. Plus ce chiffre est haut, plus le résultat est pertinent. Bon, là, en l'occurrence, hein, il y a plein de résultats qui ont le même niveau, mais ça permet, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que si, par exemple, je mets un
2S ici, par exemple. Ouais, c'est pareil. Le problème, c'est qu'ils vont tous avoir le même truc. On va essayer de faire comme ça. Est-ce qu'il va être capable de me trouver des choses? Non, il n'est pas capable. Voilà, comme c'est que des mots générés en latin, ça marche pas très bien. Mais en gros, plus ce chiffre est haut, plus ça veut dire que notre recherche est proche du mot recherché. Ça veut dire qu'il est capable, si je mets par exemple P, probablement qu'il va arriver à nous trouver les mêmes recherches, mais il va nous dire, OK, toi tu cherchais le mot molestias, pas de souci. Tu cherchais en l'occurrence Polestias. Moi, j'ai trouvé un truc qui s'en approche, qui est Molestias. Donc, je te le ramène. Donc, c'est ça qui est intéressant déjà avec TypeSense, c'est qu'il a une espèce de petit algorithme dans lequel il va, eh bien, corriger les petites fautes comme ça et vous retrouver du contenu qui s'approche. Et donc, si on avait comme ça plein de résultats, eh bien, plus le mot qu'on recherche est exact ou se rapproche, plus le score va être haut, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir un classement entre la pertinence des résultats. Bon, voilà, petite parenthèse sur l'une des fonctionnalités qui vous est offerte par, eh bien, par TypeSense. OK. Donc là, on est capable, on le sait, d'aller chercher des choses. Par exemple, si on met test, alors je ne sais pas du tout si parmi nos 10 000 entrées, si on a quelque chose qui revient. Oui, on a des choses qui reviennent avec le mot test. Et si on va voir ici, qu'est-ce qu'il a trouvé qui s'en rapproche? Vous voyez, il a trouvé est. Vous voyez, est. Donc il a fait l'approximation. Je ne sais pas si vous regardez, hein, mais quand on réactualise, ici, la page met 11 millisecondes pour se charger, pour aller interroger TypeSense. C'est vraiment très rapide. D'ailleurs, si on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, notamment dans les performances, vous allez voir qu'à aucun moment, il y a un appel à notre base de données. Bon, ici, oui, mais il n'y a aucune, si on regarde sur Doctrine, il y a 0 query qui est faite. Et c'est normal, puisqu'on n'interroge pas la base de données. À ce moment-là, on interroge le serveur TypeSense. D'ailleurs, regardez ce qui se passe si on éteint le serveur TypeSense. Si je viens ici et que... est-ce que je peux couper TypeSense? Attendez, on va passer par là, ça sera plus simple. TypeSense, il est là. Si je coupe le serveur TypeSense ici, je l'éteins, et que je recharge ma page, vous allez voir que j'ai un problème, parce que le serveur TypeSense, il est éteint, et donc ce n'est plus possible de venir faire des requêtes. Donc on voit bien que ce n'est pas la base de données qu'on interroge, mais c'est bien TypeSense qu'on interroge ici. Donc je le redémarre, et là, si je fais F5, il n'y a pas de souci. Peut-être que le temps que le serveur démarre. OK. Le problème, c'est que ça a dû charger en mémoire, donc il faut qu'on vienne repeupler. OK, donc je peux plus taper ici. Hop, on va retourner dans mon répertoire ici. TypeSense, OK. Et donc, si on fait le import ici, hop, on a repopulé, il n'y a pas de souci. Et là, si on fait F5, pas de souci, on récupère aussi notre résultat. Donc là, tout va bien. Maintenant, essayons de voir dans quelle mesure on peut exploiter les performances de TypeSense et pour nous faire, je ne sais pas moi, une espèce de petite recherche graphique sympathique. Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on a utilisé les live et les tweak components, eh bien on va les utiliser aussi cette semaine pour l'interfacer avec TypeSense. Donc on va installer Symfony UX Live Component, on va installer Symfony UX Twig Component. Dans la foulée, on va le faire tout de suite. Hop, on installe le Twig Component ici, pas de problème. On a, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi la vidéo la semaine dernière, on va aller finir, entre guillemets, la configuration de Live Components. On a quelques petits fichiers à modifier ici. Quand on va dans le répertoire Assets, le fichier bootstrap.js, on a quelques lignes de code à ajouter pour importer les live, le live controller depuis le composant UX Live Composant, et il y a un petit bout de CSS aussi. Donc ça c'est bon. Et il y a une petite route aussi à déclarer dans config route.yml. On va simplement rajouter les routes vers les live components, parce qu'en fait live component, qu'est-ce qu'il va faire, il va créer des routes pour nous et il va aller les interroger après. Donc on les déclare et là on est pas mal. Alors on va faire aussi un petit npm run build
comme on a ajouté des choses dans nos fichiers JS, il faut qu'on rebuild les assets. Oui, il faut que je fasse le npm install avant, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc on va faire le npm install-force suivi du npm run build. Donc là, cette fois-ci, eh bien forcément, ça va mieux fonctionner parce que je n'avais pas téléchargé les dépendances. Parfait. Et nous allons créer ce qu'on appelle un composant. Alors là, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail et je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Je vous mettrai les liens éventuellement dans la description si j'y pense. Si ce n'est pas le cas, venez me fouetter dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, comment on fait pour créer un composant? Eh bien, il y a deux fichiers à créer. Il y a côté PHP et côté Twig. On va commencer à le faire côté PHP. Dans le répertoire SRC, on se crée un nouveau répertoire qu'on appelle Components. Et là, on va se créer un composant qu'on va appeler ça le Search Component, tout simplement. Donc, hop, ici, on se crée un petit fichier searchcomponents.php. Et là, alors, hop, je vais copier le code et vous l'expliquer, bien entendu. Hop, pareil, il n'a pas indexé mon code. Donc, il n'a pas connaissance des live composants. Je redémarre. Hop, voilà, parfait. Comment ça marche? On crée une classe Search Components et on met l'annotation en PHP 8. Donc du coup, on peut directement le mettre dans le langage PHP maintenant. Plus besoin d'utiliser les fameuses annotations. Et on lui dit que c'est un live component qui s'appelle Search. On va lui créer, donc il faut obligatoirement utiliser ici le default action trait. Et on lui déclare ici un word to search. Donc un mot à rechercher qui par défaut va être vide. Et on dit que ça, c'est une live prop et qui est accessible en écriture dans notre composant. Ensuite, ici, on va utiliser le data finder. Donc là, vous vous rappelez, tout à l'heure, on l'avait injecté dans notre contrôleur. Là, il va falloir qu'on l'injecte dans notre composant. Donc de la même façon, ici, on le met dans le constructeur. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait? On crée une fonction qu'on va appeler getData. Et qu'est-ce qu'elle fait? Si jamais le word to search est vide, tu retournes un tableau vide. S'il n'est pas vide, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la requête sur TypeSense, tu me récupères les résultats et tu retournes les résultats avec la fonction ici getData. Et ensuite, eh bien, il va falloir qu'on utilise ça côté Twig. Mais avant ça, il faut qu'on vienne dans notre fichier config service ici et on va modifier ça puisque nous on veut plus, enfin c'est pas qu'on veut plus, c'est qu'on va injecter ça dans notre composant en plus du contrôleur. On va se le mettre ici, hop, hop. Comme ça, on injecte, comme on l'avait fait pour le contrôleur, le TypeSense Finder Data, qui est, alors pourquoi Data? Parce que c'est notre jeu de données, notre collection, et ça, c'est automatiquement généré par TypeSense. On n'a pas besoin de s'en soucier, il faut juste, nous, qu'on l'injecte là où il faut. Donc là, on l'envoie dans notre Search Components, parfait. Et maintenant, eh bien, créons notre composant côté Twig. Tout simplement, on va dans les répertoires Templates se créer un sous-répertoire qu'on va appeler sans surprise Components. On se crée le fichier search.html.twig. On l'appelle précisément search.html.twig parce que c'est le nom de notre composant. Il faut absolument que le fichier Twig porte le même nom. Et ensuite, on va mettre très peu de code. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On encadre dans des divs qui doivent avoir ici le attributes. Pour que ça fonctionne en tant que live composant, vous devez faire ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, je t'injecte ici dans un champ input, donc un champ qui va être un champ de recherche. Je veux que ce champ-là interagisse, entre guillemets, en temps réel avec la variable word to search qui est ici. Et rappelez-vous, on avait dit que ça c'était une propriété live. Donc dès que je tape une lettre, automatiquement ça met à jour la valeur ici, qui fait fonctionner tout le reste de la classe, qui va faire la requête, et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je récupère les données dans this.data. Pourquoi this.data? Parce qu'en fait, on a une méthode qui s'appelle getData ici. Et donc, le this.data fait référence à cette fonction getData. Donc, pour chaque élément dans this.data, eh bien, tu vas me l'afficher. Tu me fais une petite div ici et tu me mets le contenu tranquillement. Donc là, on est bien.
Et maintenant, on va modifier notre fichier de tout à l'heure, hein, le fichier index.html dans le répertoire search. On n'a plus besoin de faire tout ça. Et on va simplement aller chercher notre composant Twig. Donc, on fait ça. On lui dit, ben, écoute, tu vas me chercher le composant qui s'appelle search. Et c'est tout. Maintenant, essayons de voir le résultat. Je réactualise ma page, j'ai un petit champ de recherche et si je tape, regardez, au fur et à mesure, il me donne des réponses. Si j'ai rien, voilà, si je tape M, eh bien il me retourne un certain nombre de résultats, évidemment, hein. Et plus je tape, plus il va adapter, préciser le contenu à ma recherche. Donc c'est vraiment super pratique, hein, vous l'avez vu, en mélangeant la puissance de TypeSense avec les possibilités offertes par les live composants, ben vous avez vu, on peut facilement se faire un petit champ comme ça super intelligent. Si, rappelez-vous, on tapait test tout à l'heure, on va trouver tous les mots qui contiennent, c'était EST, vous voyez ici, voilà, il a fait la recherche sur EST, donc il nous a retrouvé plein de mots qui ont ces références-là, hein. Si je tape Johan, ben, j'imagine qu'il n'y a pas trop de choses qui répondent, hein, à la demande. Je ne sais pas si on peut essayer d'autres mots. Je ne sais pas trop ce qui existe en latin. Voilà. Vous avez vu qu'on peut faire facilement comme ça un espèce de petit moteur de recherche. Alors ça peut par exemple vous servir à faire un truc, je ne sais pas moi, d'autocomplétion, des choses de ce type-là. Je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est super pratique. Là où c'est cool, c'est que à chaque fois que je tape une lettre, si vous faites attention ici, vous voyez qu'il y a un appel Ajax qui est fait à notre composant. Notre composant, lui, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il est appelé? Eh bien, il joue son petit scénario qu'on a décrit ici, tout simplement. Il prend la valeur qu'il a dans Word2Search, parfait. Il va chercher son Finder, parfait. Il crée sa requête. Il fait la requête, il applique la requête. Il nous retourne les résultats. Et nous, après, on n'a plus qu'à les afficher ici, tout simplement. Donc moi je trouve que là, les deux conjugués, ça permet d'avoir quelque chose de, ma foi, très pratique, qui peut être extrêmement performant, hein. Je vous laisserai évaluer, hein, la performance sur TypeSense. Bon là évidemment c'est sur un cas d'usage extrêmement simple où on n'a pas fait une recherche dans des relations, des choses comme ça, mais sachez que c'est possible évidemment, hein. Si on va voir la documentation ici, je crois qu'il donne les exemples, hein. Est-ce qu'il donne les exemples ici? Oui, voilà. Vous voyez ici, auteur.country, vous voyez que là, en fait, c'est une recherche sur l'auteur et comment dire, il va lire le champ country. On aurait pu ici utiliser author, vous le voyez, et il nous dit quoi? Il nous dit qu'ici, il utilise l'objet auteur, et si l'objet auteur a une méthode qui s'appelle toString, eh bien, il va faire la recherche là-dedans. Donc, vous pouvez même faire des recherches, hein, dans des jointures, il n'y a pas de souci, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait possible. Ici, vous voyez, il vous donne l'exemple, hein, il vous dit c'est l'équivalent de si on faisait book, get author, get country. Eh bien, on peut directement faire author.country, et comme ça, il va chercher dans la relation et dans un des champs de la relation. Donc c'est vraiment très pratique. Honnêtement, je trouve ça vraiment incroyable et je vous laisserai découvrir toutes les autres possibilités offertes par ce bundle. Il y en a plein, hein. Là, je vous ai montré vraiment les choses de base. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les possibilités, évidemment. Vous pouvez faire en sorte, évidemment, qu'à chaque fois qu'il y a un ajout dans votre base de données, que celui-ci vienne s'ajouter dans votre index, et ainsi de suite. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses. Je vous laisserai découvrir tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette découverte. Alors je suis désolé, hein, j'ai un peu cafouillé 2-3 fois, mais la journée a été longue et voilà, je me suis dit, allez, je vais quand même tourner la vidéo pour que vous ayez quelque chose de sympathique. Moi, je suis super content d'avoir fait cette petite démonstration. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ça et à découvrir finalement ce bundle, hein, parce que je l'ai découvert vraiment à l'occasion de cette préparation de vidéo. Ça faisait très longtemps que c'était dans ma liste de choses que je voulais tester pour vous.
Voilà, donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en dites. Est-ce que vous voyez déjà des cas d'usage pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous projeter? Moi, clairement, j'ai quelques cas d'usage professionnels déjà en tête. Alors déjà des cas où on utilise aujourd'hui Elasticsearch et on va pouvoir s'en passer parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un serveur TypeSense, une fois lancé, ça consomme 20-30 mégas de mémoire vive. Alors que pour ceux d'entre vous qui ont déjà lancé un Elasticsearch, c'est pas exactement la même histoire, hein. Moi, j'ai actuellement une instance d'Elasticsearch qui fonctionne, enfin un cluster Elasticsearch qui fonctionne et qu'on héberge nous-mêmes et qui consomme bien plus que 20 mégas. Ça, c'est clair, net et précis. Bref, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben vous savez, hein, il faut vous abonner. C'est très important parce que l'algorithme de YouTube, eh ben, il est comme ça. Allez, merci à toutes et à tous. Passez un très bon week-end, une très bonne journée, soirée, nuit, peu importe. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.